Chapitre 16. De ce qui arriva à notre ingénieux Hidalgo dans l'auberge qu'il prenait pour un château. L'aubergiste, voyant Don Quichotte mis en travers sur un âne, demanda à Sancho de quel mal il souffrait. Celui-ci répondit que ce n'était rien, que son maître avait roulé du haut d'un rocher et qu'il s'était un peu abîmé les côtes. L'épouse de l'aubergiste, qui, contrairement aux femmes du métier, était charitable et pleine de compassion pour les maux de son prochain, s'offrit aussitôt à panser notre chevalier, avec l'aide de sa fille, une jeune demoiselle fort avenante. Il y avait aussi dans l'auberge une servante asturienne, grosse de traits, courte de cou, le nez écrasé, borgne d'un œil et guère mieux lotie que de l'autre. Il est vrai que l'élégance naturelle de son corps compensait ses quelques défauts. Des pieds à la tête, elle mesurait à peine 7 empans, et son dos légèrement voûté l'obligeait à regarder un peu plus le sol qu'elle n'aurait voulu. Cette gracieuse servante vint donc assister la fille de l'aubergiste, et toutes deux dressèrent pour leur hôte un mauvais lit dans un galetas qui, de toute évidence, était servi pendant longtemps de grenier à foin. À côté de Don Quichotte, on avait logé un muletier. Son lit, bien que fait avec les bas et les housses de ses bêtes, valait beaucoup mieux que celui de notre chevalier, formé de 4 planches raboteuses sur 2 bancs inégaux, d'un matelas à peine plus épais qu'une simple couverture, et tout plein d'aspérités, qu'on aurait prises au toucher pour des cailloux, si l'on n'avait pas aperçu la laine par les déchirures de 2 draps plus rêches que du cuir de bouclier, et enfin d'un couvre-lit dont on aurait pu compter les fils sans en manquer un seul. C'est sur ce grabat que l'on coucha Don Quichotte. La femme et la fille de l'aubergiste s'empressèrent de couvrir l'emplâtre de haut en bas, éclairé par une lampe que tenait Maritorne, l'asturienne. Pendant qu'elle le frottait, l'hôtelière, le voyant si meurtri par endroits, dit que cela ressemblait plus à une volée de coups qu'à une chute. « Ce ne sont pas des coups, répliqua Sancho, c'est que le rocher avait des pointes et des becs, et que chacun a laissé sa marque. Et si vous pouviez vous arranger, madame, ajouta-t-il, pour mettre de côté quelques morceaux d'étoupe, ils ne seront pas de reste, vu l'état dans lequel j'ai moi-même la peau du dos. » « Vous êtes donc tombé aussi ?» demanda l'hôtelière. « Non, mais j'ai eu tellement peur en voyant tomber mon maître que j'en ai le corps rompu, comme si j'avais reçu moi-même 1000 coups de bâton. »« Ce sont des choses qui arrivent, » dit la jeune fille. « Moi, par exemple, je rêve souvent que je tombe du haut d'une tour et que je n'en finis pas de toucher le sol. Et quand je me réveille, je me sens aussi moulu et brisé que si j'étais tombé pour de bon. » Tandis que moi, madame, continua Sancho, non seulement je ne rêvais pas, mais j'étais tout aussi éveillé qu'au moment où je vous parlais. Pourtant, je crois que j'ai presque autant de bleu que mon maître Don Quichotte. Comment vous dites qu'il s'appelle demanda l'asturienne. Don Quichotte de la Manche. Il est le chevalier d'aventure, et parmi les meilleurs et les plus grands qu'on ait vu depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est un chevalier d'aventure demanda encore Maritorne. Vous devez être bien neuve en ce moment pour poser une question pareille. Sachez, bel enfant, qu'un chevalier d'aventure, c'est quelque chose qui, en un rien de temps, peut être roué de coups et puis devenir empereur. Aujourd'hui, il est l'homme le plus infortuné de la terre et le plus malheureux. Mais demain, il aura aussi bien 2 ou 3 royaumes à offrir à son écuyer. Et comment il se fait, intervint l'hôtelier, qu'étant écuyer d'un si noble maître, vous n'ayez pas encore, à ce qu'il semble, obtenu au moins un comté. Laissez-nous le temps, il y a à peine un mois que nous avons commencé à chercher les aventures. Et jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Et puis ce n'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Mais c'est sûr que si mon maître, Don Quichotte, guérit de cette raclée, je veux dire, de cette chute, et que moi je ne reste pas estropié, je donnerai pas ma place pour le plus haut titre d'Espagne.
Don Quichotte, qui avait attentivement écouté la conversation, se mit comme il put sur son séant et prit la main de l'hôtelière. Notre-Dame, lui dit-il, c'est un honneur pour vous que d'accueillir en votre château mon insigne personne, dont je ne vous ferai point l'éloge, car il est bien connu qu'on s'avilit en se louant soi-même. Je laisse donc le soin à mon écuyer de vous apprendre qui je suis. Quant à moi, je dirai seulement que je conserverai à jamais gravée dans ma mémoire la faveur que vous daignez me faire, dont je vous serai reconnaissant jusqu'au dernier jour de ma vie. Plus au ciel que l'amour ne m'eût point asservi à ses lois, ni fait l'esclave des yeux de cette belle ingrate, dont je n'ose prononcer le nom à voix haute, car ceux de cette gente demoiselle auraient tout fait de se rendre maître de ma liberté. L'hôtelière, sa fille et la brave Mariton écoutaient ébahies le discours du chevalier errant qu'elle ne comprenait pas plus que si c'était de l'hébreu. Elle se doutait bien qu'il s'agissait de galanterie et d'offres de service, mais peu habituée à pareil jargon, elle le regardait avec de grands yeux comme un homme d'une espèce inconnue. Après l'avoir remercié de ses politesses dans leur langage à elle, la femme de l'aubergiste et sa fille le quittèrent, tandis que Maritorne s'occupait de panser Sancho, qui en avait au moins autant besoin que son maître. Or, le muletier dont j'ai parlé était convenu avec l'Asturienne qu'ils prendraient cette nuit-là du bon temps ensemble. Elle lui avait donné sa parole qu'aussitôt que les autres se retirèrent et que ses maîtres seraient endormis, elle viendrait le retrouver et ferait de son mieux pour satisfaire à tout ce qu'il lui commanderait. Et on dit que cette brave fille ne faisait jamais semblable promesse sans la tenir. L'eût-elle donnée au fond d'un bois ou sans témoin, car elle était particulièrement chatouilleuse en matière d'honneur, et ne voyait aucune indignité à servir dans une auberge, puisque c'était, disait-elle, les malheurs et la malchance qui l'y avaient réduite. Le lit dur, étroit, chétif et traître, sur lesquels reposait Don Quichotte, était le premier que l'on rencontrait en entrant dans ce grenier délabré. Sancho avait fait le sien tout à côté, avec une simple natte jonque et une couverture qui semblait plutôt de crin de laine que de laine. Venait ensuite le lit du muletier, fabriqué, comme on l'a dit, avec les bas et le harnachement de ses deux meilleurs mulets. Sur les 12 qui possédaient, les bêtes grasses, brillantes, magnifiques, car c'était un des plus riches muletiers d'Arevalo. Si l'on en croit l'auteur de cette histoire, qui tient à le souligner car il le connaissait très bien, certains affirment même qu'il était un peu cousin. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que Sidi Ahmed Benengeli est un historien particulièrement scrupuleux et précis, comme le prouvent les pages que l'on convient de lire, où il n'a omis aucun détail, si minime ou trivial soit-il. C'est un exemple que les historiens les plus autorisés feraient bien de suivre, au lieu de raconter les actions de leurs personnages de manière si brève et succincte qu'on a à peine le temps d'y goûter, tandis que le plus substantiel reste au fond de l'encrier, par mégarde, malice ou ignorance. Loué 1000 fois l'auteur de Tola de Rogimon, et celui qui a relaté les exploits du comte Tomilas, avec quelle exactitude tout est décrit par eux. Je disais donc que le muletier, après avoir donné une deuxième ration à ses bêtes, vint s'allonger sur ses bas et attendit la ponctuelle Maritorne. Sancho enrobé en plâtre avait été déjà couché, mais il avait bien trop mal au coude pour trouver le sommeil. Quant à Don Quichotte, qui ne souffrait pas moins, il avait les yeux ouverts comme un lièvre. L'auberge était plongée dans le plus grand silence, et il n'y avait d'autre lumière que celle d'une lampe qui brûlait, accrochée au milieu du porche. Ce calme merveilleux, et les pensées qu'éveillaient à tout moment chez notre chevalier les innombrables aventures qu'on trouvait dans les livres responsables de ses malheurs, firent naître dans son imagination l'idée la plus extravagante qui soit. Il crut qu'il ne trouvait pas un fameux château, puisque les auberges où il logeait étaient, comme on l'a vu, autant de châteaux à ses yeux, et que la fille de l'aubergiste, c'est-à-dire du châtelain, touchée de sa courtoisie, s'était éprise de lui, et avait promis de venir partager sa couche pour la nuit, à l'insu de ses parents,
à la suite de ses parents. Et lui, qui croyait dur comme fer à toutes les chimères qu'il se fabriquait, s'inquiétait déjà en pensant au péril que courait son honneur, et résolut dans son cœur de n'être point parjure à sa dame Dulcinée de Toboso. Mais si la reine Guenièvre, en personne, accompagnée de sa duègne Quintagnone, venait le solliciter. Il était toujours plongé dans ses extravagantes pensées. Quant à l'heure pour lui, quand l'heure pour lui fatale où devait venir l'Asturienne arriva. Celle-ci, en chemise pieds nus, les cheveux ramassés dans une résille de futaine, entra à pas de loup dans le grenier où étaient logés les trois hommes pour retrouver son muletier. Mais à peine eut-elle passé la porte que Don Quichotte l'entendit s'asseyant aussitôt sur son grabat. Malgré ses emplâtres et ses cotonneries, il tendit les bras pour recevoir la belle. L'Asturienne avançait prudente et silencieuse, cherchant des mains son bien-aimé, et rencontra celle de Don Quichotte, qui la saisit fortement par le poignet, l'attira vers lui, sans qu'elle osât dire un mot, et la fit asseoir à ses côtés. Il lui tâta aussitôt la chemise, qui, bien que faite dans de la serpillière, parut à notre chevalier de soie fine et délicate. Les boules de verre qu'elle portait au poignet lui semblèrent jeter plus de feu que les perles d'Orient. Ses cheveux rêches et raides comme des crins évoquèrent pour lui ces tresses d'or fin d'Arabie, dont l'éclat obscurcit la splendeur du soleil. Quant à son haleine, qui, sans aucun doute, sentait les abats marinés de la veille, il lui parut répondre la plus délicate des senteurs. En un mot, il se la représentait comme cette princesse vaincue par l'amour, qui, dans un de ses livres, rendait visite à un chevalier blessé, pareil comme on vient de le dire. Et tel était l'aveuglement de notre pauvre gentilhomme, que ni le contact, ni l'haleine, ni d'autres particularités de la bonne fille, qui aurait fait vomir tout autre qu'un muletier, ne pouvaient lui ôter ses illusions. Il croyait tenir dans ses bras la déesse de la beauté. Aussi, la pressant bien fort, il lui dit amoureusement à voix basse: « Belle et noble dame, j'aimerais pouvoir payer de retour l'insigne faveur que vous me faites, en dévoilant à mes yeux votre beauté sans égal. Mais la fortune, qui jamais ne se lasse de persécuter les gens de bien, m'a jeté dans ce lit, moulu et brisé, de sorte qu'il me sera impossible, malgré tout le désir que j'en ai, de satisfaire le vôtre. À cette impossibilité, s'en ajoute une autre plus grande encore. C'est la fidélité que j'ai promise et jurée à l'incomparable Dulcinée de Toboso, unique dame de mes plus secrètes pensées. Sans cet obstacle majeur, je ne serais pas assez sot pour laisser passer cette heureuse occasion, que dans votre immense beauté vous avez daigné m'offrir. » Maritorne suait d'angoisse de se voir si fermement tenue par Don Quichotte, et sans écouter ces discours auxquels elle ne comprenait rien, elle s'efforça en silence de se dégager. Le muletier que ses coupables désirs tenaient éveillé avait lui aussi entendu sa bonne amie. Il écoutait attentivement tout ce que lui disait notre chevalier, et furieux à l'idée que l'Asturienne tenait sa promesse avec un autre, il s'approcha du lit de Don Quichotte et resta là, immobile, attendant de voir où celui-ci voulait en venir avec ses discours incompréhensibles. Mais constatant que la pauvre fille se débattait pour lui échapper, tandis que Don Quichotte s'efforçait de la retenir, il trouva la plaisanterie fort peu de son goût, et, levant bien haut le bras, décocha un tel coup de poing dans la maigre mâchoire du galant chevalier, qui lui mit toute la bouche en sang. Puis, non content de l'avoir aussi malmené, il lui monta dessus, et au petit trot lui passa toutes les côtes en revue. Le lit, qui était de nature fragile et dont les bases n'étaient guère solides, ne put supporter cette surcharge, et s'écroula. Le vacarme réveilla l'aubergiste, qui pensa aussitôt que Maritorne faisait des siennes, car il l'avait appelé en criant sans obtenir de réponse. Il se leva, alluma la lampe et accourut, guidé par le bruit. La servante entendit venir son maître, dont elle connaissait l'humeur irascible. Elle alla se réfugier toute tremblante dans le lit de Sancho, qui dormait paisiblement.
et 6 tapis de son lit. Voilà. L'aubergiste entra. Où es-tu, putain? Cria-t-il. Qu'est-ce que tu as encore été faire? Là-dessus, Sancho ouvrit un œil et sentant ce poids qui menaçait de l'écraser, crut qu'il faisait un cauchemar. Il se mit à distribuer des coups de poing en tous sens, dont certains atteignirent Maritorne, laquelle, furieuse et endolorie, oubliant toute retenue, lui rendit l'appareil avec tant de violence qu'elle acheva de le réveiller. Sancho se voyait ainsi traité sans savoir par qui, se redressa du mieux qu'il put, saisit Maritorne à bras le corps, et ils s'engagèrent tous deux dans la plus furieuse et la plus divertissante escarmouche du monde. Le muletier, voyant à la lumière de la lampe ce qu'on faisait à sa dame, délaissa Don Quichotte pour se porter à son secours. L'aubergiste se précipita lui aussi, mais dans l'intention de punir la servante qui tenait pour l'unique cause de tout ce tatouin. Et comme dit la chanson, du chat et au rat, du rat à la corde, de la corde au bâton, le muletier tapit sur Sancho, Sancho sur la servante sur Sancho, l'aubergiste sur la servante. Il y avait si fort et si vite, et ils y allaient si fort et si vite qu'ils pouvaient à peine respirer. Pour couronner le tout, la lampe de l'aubergiste s'éteignit comme on n'y voyait rien. Les coups pleuvaient au hasard et si violemment que là où ils tombaient, ils ne faisaient pas de quartier. Or, cette nuit-là, logeait à l'aubergiste un archer de la Sainte Hermandad de Tolède. Éveillé lui aussi par le bruit de cette étrange mêlée, il prit son bâton et la boîte où étaient ses titres, et entra en tâtonnant dans le grenier. « Halte là, au nom de la justice !» cria-t-il. « Halte là, au nom de la Sainte Hermandad !» Le premier qui lui tomba sous la main fut Don Quichotte, qui gisait sur le dos, sans connaissance, dans les débris de son lit. Il l'empoigna à tâtons par la barbe sans cesser de crier « Main forte à la justice !» Mais voyant que celui qu'il tenait ne se débattait pas, ne bougeait plus du tout, il crut qu'il était mort et que les autres étaient ses meurtriers. Et il hurla plus fort. « Fermez la porte de l'auberge, que personne ne sorte. Il y a mort d'homme !» Ce cri alarma tout le monde, et le combat cessa à l'instant où retentit la voix de l'archer. L'aubergiste retourna dans sa chambre, le muletier sur ses bas, et sa servante dans son réduit. Quant à Don Quichotte et à Sancho, ils étaient bien trop mal en point, les pauvres, pour pouvoir même remuer. L'archer lâcha la barbe de notre chevalier pour aller chercher de la lumière et appréhender les coupables. Mais comme l'aubergiste avait, avant de se retirer, avait tout exprès éteint la lampe du porche, l'autre fut contraint d'aller jusqu'à la cheminée, où, après beaucoup de temps et d'efforts, il finit par allumer une autre mèche. Fin du chapitre 15.